Bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette session consacrée à Résil. Alors, on ne va pas vous faire le tour complet de Résil parce que là, il aurait fallu une session spéciale supplémentaire. On va faire une plongée au cœur de ce système de répertoire statistique d'individus et de logements avec trois exposés. Le premier exposé par Romain Avouac et Aurélien Lavergne sera consacré à la façon dont on produit l'univers de référence Résil à partir du répertoire, qui est un objet vivant. Donc on est au stade de la répétition générale, mais les process sont déjà bien établis. Donc Aurélien et Romain nous raconteront ça. Et puis ensuite, on va s'intéresser à deux aspects essentiels pour la qualité du répertoire. Le premier, c'est l'identification des individus. L'idée, c'est d'être sûr qu'on va mettre à jour les bonnes lignes du répertoire. Donc, il faut être sûr d'avoir trouvé les bons individus et mettre les bonnes informations en face. Donc, c'est Manon Evin et Julien Pramil qui exposeront la façon dont on a travaillé sur le moteur d'identification de Résil, en partant de pas mal de choses acquises et en développant des innovations supplémentaires. Et puis, il y a un autre aspect dans le repérage et dans les enjeux de mise à jour de Résil, qui là va porter plutôt sur les questions de logement avec l'épineuse question des communautés, qui n'apparaissent pas comme telles dans les sources administratives, mais qu'il faut quand même réussir à caractériser, à identifier dans notre univers de référence. Et c'est Nicolas Andréani qui donnera un état des lieux, des investigations qui ont été faites et des pistes pour progresser sur le sujet. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole et le pupitre à Romain et Aurélien sur la production de l'univers de référence. Bonjour à tous, merci Olivier pour cette introduction. Donc effectivement, avec Aurélien, on va vous présenter les premiers enseignements de la première production de l'univers de référence issu donc de ce qu'on a appelé la répétition générale 2024. Donc le contexte, c'est celui qu'a rappelé Olivier, c'est le projet Résil est entré en production là en septembre 2025 et a produit notamment un répertoire éponyme, le répertoire statistique des individus et des logements, qui est donc alimenté au fil de l'arrivée des différentes sources qu'on va présenter brièvement, mais avec une donnée finalement essentiellement brute. On a données fiscales, sociales, etc., mais ça reste assez brut. Et donc du coup, la question c'est comment est-ce qu'on produit une information démographique de référence à partir d'un répertoire qui est mouvant et brut. Donc ça implique d'une part de stabiliser l'information dans le temps, de la millésimer, et d'autre part de mettre un peu en cohérence les sources entre elles pour produire une information un peu plus normalisée et exploiter en fait la richesse des différentes sources. Et donc ça permet de produire ce qu'on appelle un univers de référence, c'est-à-dire une liste millésimée des individus, des logements et des ménages présents sur le territoire français au 1er janvier de l'année N. Donc les objectifs dans l'article, on fait deux choses. On décrit de manière assez fine et chiffrée tout le processus de production qu'on va voir. On peut à chaque étape gagner, perdre des individus, et donc c'est important de bien décrire ça. Là, on va en faire une description assez sommaire, assez résumée. Et ensuite, la deuxième partie, c'est une analyse comparée de la qualité de cet univers de référence en référence à une source un peu annexe qui est Fideli, puisque l'univers de référence, dès 2025, doit, en remplacement de Fideli, produire un certain nombre de livrables pour différentes productions de l'INSEE, notamment la base de sondage des enquêtes ménages et les fichiers de préparation et d'extrapolation du recensement de la population. Donc, ce qui est important de voir, je pense, avant de parler de l'univers de référence, c'est que vraiment c'est une production dans une production. C'est-à-dire c'est la production ici, c'est de l'univers de référence, c'est les cases vertes et rouges, donc on ne voit pas trop à ce stade ce qu'il y a dedans, mais en fait ça s'inscrit dans un schéma de production beaucoup plus global, où on a donc l'arrivée de toutes les différentes sources, ensuite le moteur d'identification qui va être présenté juste après, qui permet d'identifier les individus, les logements dans les répertoires des individus et des logements, et après vient effectivement le processus de production à proprement parler de l'univers de référence, et une évaluation de la qualité ensuite via des sources externes, comme on va le faire là avec Fideli. Donc c'est important de voir qu'il y a plein d'étapes et que ce n'est pas que les étapes de production de l'univers de référence qui sont importantes pour la qualité, c'est vraiment tout le pipeline complet, et donc c'est important de garder ça en tête.
Donc la production de l'univers de référence, assez résumé, hein, ça va aller assez vite, mais ça ressemble à ça. Donc en réalité, c'est à peu près 25 batchs qui s'enchaînent les uns les autres. En pratique, il y a 4 grandes étapes, on peut les résumer en 4 grandes étapes. Donc si on voit rapidement les sources, en fait, on a globalement les sources fiscales qu'on connaissait déjà et qu'on utilisait déjà beaucoup à l'INSEE, notamment dans Fideli. La source FIP sur les foyers fiscaux, la source GMBI qui va nous permettre, en remplacement de la taxe d'habitation, de faire le lien entre les individus et les logements. Les sources logements, on ne va pas trop en parler parce que c'est un sujet un peu plus simple, on va dire. Et ensuite, les autres sources qui viennent en plus de Fideli, on va dire, c'est donc la CAF, les foyers sociaux liés aux allocations, et ce qu'on appelle autres sources. Alors, dans la répétition générale, il n'y a que le passereau, le passage des revenus autres, avec notamment toutes les retraites et tout ce qui est revenus de remplacement. Mais à terme, dans autres sources, il y aura un certain nombre d'autres sources dont on ne va pas parler ici. Donc, pour présenter brièvement les grands batchs, on va dire, le premier, c'est quelque chose qui en fait ressemble beaucoup à ce que faisait Fideli, c'est-à-dire la localisation fiscale des individus. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Parce que GMBI, malheureusement, ne couvre pas aussi bien les individus que la taxe d'habitation le faisait. Et donc, on a une sous-couverture des individus et on est obligé d'avoir tout un tas de stratégies pour localiser au maximum les individus dans leur résidence principale. Donc, on va d'abord localiser les déclarants à leur résidence principale en mettant en face les foyers fiscaux, les résidences principales, et ensuite venir rapatrier en fait le reste des foyers, les personnes à charge, les enfants, les conjoints, pour essayer de localiser le maximum de gens dans cette localisation fiscale. Donc, cette localisation fiscale, elle n'est pas suffisante à produire une localisation finale, et le but de Résil, c'est finalement de sortir un peu de Fideli et d'utiliser toutes les autres sources qu'on va avoir à notre disposition pour faire peut-être mieux ou en tout cas différemment. Donc c'est pour ça qu'on va construire ce qu'on appelle un foyer Résil, parce que les foyers fiscaux, ils ne couvrent là non plus pas toute la population. On a tout un nombre de mineurs, par exemple, qui ne sont pas identifiés dans la population fiscale. On a aussi les étudiants, dont on sait qu'ils peuvent étudier dans une autre commune, mais être attachés fiscalement, et donc on ne les localise pas forcément au bon endroit. Pour pallier un peu ces limites, on construit ce qu'on appelle des foyers Résil, qui sont une espèce d'hybridation entre les foyers fiscaux qu'on a construits à la première étape et les foyers de la CAF, qui vont nous permettre de rattraper un certain nombre d'individus qu'on localiserait mal. Une fois qu'on a ces foyers Résil qui sont censés donc représenter le foyer, on va dire, le usuel de lieu de vie des individus, c'est assez logique du coup de faire un mécanisme de localisation, d'affectation d'une adresse de référence au niveau du foyer, qui donc peut être la localisation fiscale dans un certain nombre de cas, mais vu qu'on a d'autres sources avec d'autres adresses, et c'est la grosse différence par rapport avec Fideli, on peut affecter une autre adresse in fine, qui aurait plus de sens selon différents critères. Et donc finalement, le modèle important, c'est qu'à ce stade, on a une population dont on sait qu'elle est trop élevée, on prend trop de gens, et donc on va appliquer ce qu'on appelle un modèle de signe de vie ou signe de présence, qui va aller regarder est-ce que les individus sont présents dans telle ou telle source, et selon la confiance qu'on leur donne, va donner la population finale. Donc si on regarde ce modèle des signes de vie, ça ressemble à peu près à ça. Donc, en gros, on a à peu près 76 millions d'individus après constitution des foyers Résil. Et puis ensuite, on va faire un ensemble d'étapes séquentielles où on va regarder les individus qui sont bien localisés en France, qui ne sont pas décédés, et ensuite qui sont présents dans chacune des sources. Donc, en l'occurrence, avec une priorisation sur la source fiscale, puis la source CAF, puis la source passereau. Bon, sans rentrer dans les détails, voilà, ce modèle produit la population finale de l'univers de référence, qui pour l'instant est de 71,5 millions, donc à peu près 3 millions de trop par rapport au bilan démographique. Et donc tout reste à faire pour affiner toutes les étapes, mais aussi ce modèle des signes de vie pour l'améliorer d'ici le prochain millésime de Résil en 2025. Donc, merci Romain. Donc, voilà, donc à partir de 2025, Résil va prendre le relais de Fideli. Et l'univers de référence qu'on produit va servir pour produire les livrables pour les différents partenaires, donc en particulier Nautil, qui utilise Fideli pour construire sa base de sondage, le recensement de la population, qui va utiliser aussi donc, l'univers de référence qu'on va fournir pour préparer la collecte et extrapoler les populations en petites communes. Et aussi, l'univers de référence servira à produire un livrable pour Philosophie, pour disposer du contour des ménages. Donc, bien évidemment, tous ces partenaires, ils attendent au moins le même niveau de qualité que ce qui était actuellement réalisé dans Fideli. Donc, pour mesurer la qualité de l'univers de référence qu'on produit, on doit mesurer le taux de couverture de cet univers de référence par rapport à un autre dispositif qu'on connaît bien, et donc ici Fideli. Donc, pour cela, en fait, on va apparier les deux dispositifs via le CSNS.
Donc de fait, on va exclure l'ensemble des individus qui ne sont pas identifiés dans Fideli. Il s'agit principalement de mineurs qu'on retrouve dans la source POT, qui est le fichier de déclaration des revenus. Et on en a à peu près 2 millions. Et donc actuellement aussi dans Fideli, on a tous les individus qui sont bilocalisés, donc en particulier par exemple les étudiants qui sont localisés à la fois chez leurs parents et dans leur logement étudiant. Donc pour simplifier la comparaison avec l'univers de référence qui lui n'inclut pour l'instant qu'une seule localisation par individu, on conserve également une seule localisation par individu dans Fideli. Par ailleurs, toujours pour faciliter la comparaison, on a construit donc plusieurs versions de cet univers de référence. Une première version fiscale qui va nous permettre en fait de comparer à champ équivalent avec Fideli. Et ensuite, on introduit petit à petit des nouvelles sources administratives. Donc, on a un univers de référence fiscale CAF et un univers de référence fiscale CAF Passereau. Et en fait, à chaque fois qu'on introduit une source administrative, on va pouvoir mesurer l'impact de l'ajout de cette source, toujours par rapport à Fideli. Donc, une fois qu'on a fait cet appariement, on a trois grands groupes de population. On a les individus qui sont en commun dans les deux dispositifs. On a la sous-couverture. Donc la sous-couverture, ce sont les individus qui sont présents dans Fideli mais absents de l'univers de référence. On a la surcouverture. Ce sont les individus qui sont présents dans l'univers de référence mais absents de Fideli. Et donc là, ce qu'on peut déjà constater, c'est que la sous-couverture, elle est relativement minimale. On est à peu près à 420 000 sur l'univers de référence fiscale et on tombe à 200 000 quand on est à l'univers de référence fiscale CAF Passereau en comparaison avec Fideli, en sachant que dans ces chiffres-là, on a 70 000 personnes à peu près qui sont décédés au 1er janvier selon le RNPP. Donc là, au niveau de la sous-couverture, on est vraiment très minimal. Par contre, la surcouverture, on est un peu plus maximal. Donc là, on a 800 000 personnes environ dans l'univers de référence fiscale. Donc là, ça provient notamment de règles d'inclusion un peu moins fines qui ont été implémentées pour construire cet univers de référence fiscale par rapport à ce qu'on fait dans Fideli. Et pour le champ complet, donc là, la surcouverture, elle progresse à 3,7 millions pour l'univers de référence fiscale CAF par rapport à Fideli, et on monte à 4,3 millions, donc ce qui est quand même pas mal, sur l'univers de référence fiscale CAF Passereau par rapport à Fideli. Donc pour comprendre cette surcouverture, on peut analyser le profil selon l'âge. Donc là, sur le graphique, vous avez en bleu la surcouverture de l'univers de référence fiscale par rapport à Fideli. Quand on empile le bleu et le vert, vous avez la surcouverture de l'univers de référence fiscale CAF par rapport à Fideli. Et quand on empile les trois barres bleu, vert et jaune, vous avez la surcouverture de l'univers de référence fiscale CAF Passereau par rapport à Fideli. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que quand on introduit la source CAF, on rattrape principalement des jeunes, donc ce qui nous arrange bien, puisque on pense que ce sont les individus en fait, qui n'étaient pas identifiés dans Fideli. Et par ailleurs, donc, quand on rajoute la source Passereau, là, on va récupérer principalement des adultes et des retraités. Et pour l'instant, on a encore un peu du mal à qualifier précisément ce à quoi correspond cette surcouverture. Donc on se dit qu'on va encore avoir du travail à faire pour mieux qualifier les sources administratives qu'on rentre dans la construction de l'univers de référence, et en particulier le Passereau, qu'on connaît quand même encore assez mal. Donc maintenant, on va s'intéresser donc à la population des individus qui sont communs entre les deux dispositifs, et on va regarder si ils ont bien la même adresse dans les deux dispositifs. Donc pour cela, en fait, on utilise le service d'identification Gaia, donc ce qui permet encore une fois de faciliter la comparaison entre les deux sources. Donc on peut voir que pour une majorité d'individus, ils sont bien localisés à la même adresse. On est à 61 millions dans l'univers de référence fiscale et on tombe à 59 millions dans l'univers de référence fiscale CAF Passereau, donc ce qui représente 91% des adresses. Et sur le reste des adresses qui ne sont pas concordantes, on peut nuancer ce résultat parce que même si ça ne renvoie pas exactement à la même adresse, dans 2 tiers des cas, ça va renvoyer à la même commune. Et donc ces cas de non-concordance en fait reflètent principalement le fait que l'algorithme de localisation qui est actuellement implémenté dans l'univers de référence ne va pas forcément toujours prioriser l'adresse fiscale. Ensuite, on peut regarder la cohérence au niveau du logement. Donc là, également, on a une majorité d'individus qui sont localisés dans un même logement. On est à 51 millions pour quasiment l'ensemble des univers de référence. Et on a 6,5 à 6,2 millions d'individus qui ne sont localisés dans aucun logement dans les deux sources. Et pour ces individus-là, on en a 4 millions qui sont renvoyés à la même adresse. Donc quand on empile les 51 millions d'individus qui sont dans le même logement et les 4 millions qui n'ont pas de logement dans les deux dispositifs mais qui renvoient à la même adresse,
on arrive à 85% de cohérence entre Fideli et l'univers de référence. Par ailleurs, ce qu'on peut également voir, c'est qu'on a 6,8 millions d'individus qui ont un logement dans Fideli, mais qui n'ont pas de logement dans l'univers de référence. Donc ça provient en fait d'un rattrapage des liens logement-occupant qui est réalisé actuellement en entrée de Fideli et qui est plus performant, et en particulier, pour l'instant, dans la construction de l'univers de référence, on n'a pas encore implémenté la méthode qui va rechercher le logement N-1 lorsque la personne n'a pas déménagé. Et donc justement, pour faire augmenter ce taux de localisation au logement dans l'univers de référence, on se propose pour cet univers de référence RESIL 2024 d'imputer la localisation de Fideli 2024 à partir du moment où on a une adresse concordante entre les deux dispositifs. Et donc le fait de réaliser cette méthode, ça nous permettrait de rajouter 4 millions de logements supplémentaires dans l'univers de référence à des individus qui n'en ont pas pour l'instant. Merci Aurélien. Donc, la répétition générale 2024, au final, elle a permis surtout de comprendre nous-mêmes, de documenter beaucoup avec cet article notamment, et de roder le processus de production avec une construction maintenant qui se fait en self et qui nous permet justement d'être vraiment autonome sur les batchs et donc d'avoir pu faire toutes ces variantes méthodologiques dont on s'est servi ici pour comparer vraiment à champ équivalent et ensuite à champ un peu incrémental. Donc c'est vraiment, on a posé un peu l'infrastructure, on va dire, et maintenant tout reste à faire, et notamment tout reste à faire en termes d'exploration méthodologique. Notamment, l'appariement avec Fideli, ça nous donne un indicateur sur le fait que ça peut prendre la continuité avec certains ajustements. Maintenant, il faut vraiment qu'on aille vers une évaluation avec une source un peu plus indépendante, qui est l'enquête annuelle du recensement. Et ça, c'est des travaux qu'on va mener pour avoir une vraie évaluation avec une source complètement indépendante qui n'est pas basée sur les mêmes sources de la couverture et de la localisation. Ensuite, l'amélioration de la localisation des individus, et ça rejoint les travaux de Nicolas. On va beaucoup investir sur comment localiser les individus qui sont dans des logements non ordinaires. Et enfin, comme on l'a dit, rendre le modèle des signes de vie plus robuste. Pour l'instant, il est quand même très déterministe et très lié à la source fiscale. Et avec l'arrivée d'autres sources, on aimerait bien pouvoir implémenter plus de signes de vie un peu plus agnostiques, où on va chercher et dire, par exemple, la présence dans une source, c'est peut-être pas une information suffisante. Par contre, percevoir un revenu, percevoir une retraite, etc., ça, c'est des signes de vie qui ont plus de sens. Voilà, merci. Merci Aurélien et Romain pour cette présentation, et sans attendre, je passe le pupitre et le micro à Manon et Julien sur l'identification. Bonjour à tous. Du coup, avec Julien, on va vous présenter le processus d'identification des individus dans RESIL. Donc, on va vous présenter le moteur d'identification qui a été réalisé conjointement entre le SSP Lab, la DMTR et le projet RESIL. Donc, dans un premier temps, après avoir introduit le sujet, on vous présentera la structure du moteur d'identification avant de vous présenter les résultats et nos premières conclusions. Du coup, pour introduire le sujet, on va vous présenter RESIL. On ne va pas aller très loin puisqu'il a déjà été présenté auparavant par Romain et Aurélien, mais c'est globalement un répertoire statistique d'individus et des logements qui constitue un socle pour la statistique démographique et sociale. Donc c'est un environnement qui est durable et évolutif et qui est mis à jour à partir de diverses sources administratives et qui propose globalement des services complémentaires dont on pourra parler ultérieurement. Du coup, la question qu'on se pose, c'est pourquoi RESIL il a besoin d'un moteur d'identification des individus. Donc, comme l'a rappelé Olivier, c'est globalement pour son fonctionnement interne, donc notamment pour l'accueil des sources, on a besoin de vérifier qu'un individu il est déjà présent ou non dans les répertoires et de s'assurer qu'on associe d'année en année les bons individus aux mêmes individus. Et également, du coup, on aura besoin de ce moteur d'identification pour l'enrichissement d'une source externe. Donc, pour, par exemple, identifier dans RESIL un individu issu d'une enquête à partir de ses traits d'identité, donc notamment pour un service d'enrichissement qui va être proposé à partir de fin 2026, donc qui permettra d'enrichir une source externe à partir des données de RESIL. Et du coup, pourquoi à ce stade-là on n'utilise pas le moteur CSNS? Donc le moteur CSNS, c'est un moteur qui existe déjà à l'INSEE, donc qui est fait à partir des traits d'identité du RNIPP. Donc c'est un moteur d'identification qui est très fiable
et qui utilise une succession de requêtes élastiques. Donc élastique, ce sera présenté notamment par Julien juste après. Et du coup, on s'est rendu compte à travers différents travaux qu'avec Résil, on avait des informations supplémentaires qui n'étaient pas utilisées dans le moteur de recherche du CSNS. Et du coup, on pouvait ajouter ces informations pour augmenter la qualité de l'identification des individus. Donc du coup, on va ajouter des nouvelles informations pour rechercher les individus, qui sont notamment l'adresse et la composition du ménage. Donc on va globalement les appeler les cohabitants. Donc pour les différents travaux, on a utilisé des données labellisées qu'on a appelées des gold standards tout au long de nos travaux. Donc l'objectif, c'était de pouvoir évaluer la performance du moteur, donc notamment le taux de faux positifs, c'est-à-dire le nombre de fois où on se trompait sur l'identification des individus. Donc pour cela, on avait besoin de différentes données, donc les données des traits d'identité, donc les traits d'identité des individus. Aussi, on avait besoin des données d'adresse, donc on utilise les données d'adresse Gaia qui sont fournies par le service d'identification, donc il comprend 3 identifiants, un identifiant à l'adresse, un identifiant à la voie et un identifiant à la commune. Et lorsqu'on pouvait les avoir, on avait également des données sur les cohabitants, donc des identifiants de foyer qui nous permettaient de regrouper les individus par foyer. Et dans ces données, on utilisait également le vrai CSNS, donc le CSNS obtenu à partir du NIR, afin de pouvoir calculer ce taux de faux positifs. Donc du coup, on a utilisé plusieurs fichiers étalons donc, qui ont été construits à partir de 4 sources, la CAF, la DSN, donc la déclaration sociale nominative, le AR et le passereau. Merci Manon. J'ai eu l'Imprami, SSP Lab. Maintenant, moi, je vais vous présenter la structure de ce moteur, à quoi ça ressemble. Quand même. Je vais arrêter de faire le fou. Alors, la première idée, c'est que, la première chose à avoir en tête, c'est que ce moteur, en fait, c'est une extension de du moteur CSNS. Mais on s'appuie fortement sur ce moteur CSNS pour 2 raisons. D'une part, la plupart des identifications que l'on fait sont faites avec le moteur CSNS. Et d'autre part, même quand on tente d'identifier indépendamment de ce moteur CSNS, on s'est inspiré de sa méthodologie et donc de sa structure, à savoir une succession de requêtes Elasticsearch. Alors l'histoire, c'est qu'on cherche à identifier une personne, en l'occurrence ici le petit bonhomme vert. Cette personne a des traits d'identité utilisés en intrant du moteur CSNS, comme nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance, etc. Et ce bonhomme vert, nous, dans notre contexte Résil, a aussi des traits d'identité indépendants, enfin non utilisés, non mobilisés par le moteur CSNS, et notamment l'adresse de résidence et éventuellement la structure du ménage du bonhomme vert, ses cohabitants. Donc, notre moteur est spécifique, en fait, il y a 2 briques. Il y a ce qu'on va appeler le filtre Résil et le moteur Elasticsearch. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on passe les traits d'identité CSNS dans le moteur CSNS, et le moteur CSNS nous retourne un individu, le bonhomme jaune en l'occurrence, avec un identifiant pour cet individu, et surtout un code de qualité CSNS, à savoir en fait un indicateur permettant de... c'est le moteur CSNS qui nous dit, grosso modo, mon identification, j'en suis sûr ou pas. Donc là, pour le coup, on a choisi un seuil à 3. Enfin, le code qualité, ça va de 1 à 7 de mémoire. Donc on s'est dit, si ce code qualité est plus petit que 3, c'est que le moteur CSNS est très sûr de lui. S'il est supérieur, c'est qu'il est globalement pas confiant. On simplifie un petit peu les choses. Donc la première étape dans notre filtre Résil, c'est de dire, bon, si le moteur CSNS est confiant dans son identification, on sait qu'il est excellent globalement. On a pu vérifier tout ça grâce aux étalons OR dont parlait Manon. Donc auquel cas, on valide l'appariement du bonhomme vert sur le bonhomme jaune. C'est ce qu'on voit là. Sinon, voilà, si le moteur CSNS nous dit voilà, mon appariement, j'en suis pas tout à fait confiant, on sait néanmoins que dans la majorité des cas, bon, ça dépend des sources, mais on sait que souvent, même si le moteur CSNS n'est pas confiant, il dit quand même la vérité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de valider a posteriori l'identification faite par le moteur CSNS en mobilisant les informations annexes qu'on a à disposition, comme l'adresse ou les cohabitants. Je vous en parlerai plus en détail juste après.
Mais bon, parfois, voilà, malgré ces 2 premières étapes de filtre, on ne parvient pas à valider une identification. Et donc, dans ce cas-là, on fait passer 3 requêtes Elasticsearch. On s'extrait complètement du moteur CSNS et on va essayer de rechercher nous-mêmes ce bonhomme vert dans la base de données des individus de Résil. Et je vous parlerai plus en détail de ce qui se passe après dans 2 slides. Là, ici, je vous montrerai juste très rapidement un exemple de ce qui peut se passer dans notre filtre, donc notre validation a posteriori d'identification CSNS. Donc là, on cherche une personne, c'est un exemple, hein, mais il y a typiquement une typo sur les traits d'identité de la personne qu'on recherche. Et quand on va essayer d'identifier avec le moteur CSNS va nous dire, bon, bah, j'ai trouvé quelqu'un, mais je ne suis pas tout à fait sûr de l'identification que je donne. Donc, l'idée de cette validation a posteriori, pour nous, ça va être simplement de regarder, bon, le CSNS nous a renvoyé quelqu'un, et manifestement, le bonhomme vert et le bonhomme jaune vivent à la même adresse, en l'occurrence l'avenue des Arts à Avignon. Et donc nous, on se dit, bon, le moteur CSNS n'a pas utilisé l'adresse pour faire son identification, et comme par hasard, la personne trouvée vit au même endroit que la personne recherchée, donc on est confiant dans le fait que manifestement, c'est la bonne personne. Et donc on s'arrête là, on valide l'identification faite par le moteur CSNS malgré un indicateur de confiance faible. Bon, en l'occurrence ici, ce qu'on appelle valider à l'adresse, on le fait à la voix, mais non pas à l'adresse précise ou encore à la commune. C'est qu'une question de compromis entre le fait de vouloir maximiser le nombre de bonnes identifications du CSNS tout en limitant le taux d'erreur induit par ces hypothèses. Bon, parfois, le bonhomme vert, je ne sais pas si je déborde peut-être un peu, le bonhomme vert, on ne le trouve pas avec ces 2 premières étapes, et donc on va essayer de le rechercher nous-mêmes avec du coup un moteur, une succession de requêtes Elasticsearch. Donc, je ne peux pas vous parler très longtemps de ce qu'est Elasticsearch, mais bon, les experts, bouchez-vous les oreilles, mais en gros, c'est une solution pour faire du moteur de recherche avec plusieurs briques. Hein. D'une part, c'est la possibilité d'indexer une base de données, en l'occurrence d'individus Résil. Indexer, c'est ingérer, tokeniser, normaliser des données et faire des précalculs en amont pour éviter que ça prenne du temps au moment où on recherche les individus, recherche les documents plus généralement. C'est aussi une syntaxe pour faire des requêtes de recherche aussi sophistiquées qu'on le souhaite. Et puis derrière, bah, quand le moteur nous renvoie des échos, avoir des scores qui soient adaptés à nos besoins métiers. Donc là, en l'occurrence, la partie Elasticsearch de notre moteur Résil, en fait, c'est une succession de 3 requêtes, partant de la plus stricte à la plus floue, où dans un premier temps, le bonhomme vert, on va essayer de rechercher strictement son nom, son prénom, son année de naissance et son adresse dans notre index Résil. Si on trouve un écho, on est content, on valide l'appariement, sinon on passe à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est qu'on va regarder tous les individus dans l'index Résil qui résident à la même adresse que notre bonhomme vert, et puis on va essayer de trouver si une personne a des traits d'identité relativement proches d'un point de vue distance de Levenshtein. Donc là, on a défini un seuil a priori, et voilà, si le moteur nous renvoie un écho d'une personne suffisamment proche, on valide l'appariement. Sinon, on passe à la 3e requête, qui est là beaucoup plus floue, on va mobiliser davantage la puissance d'Elasticsearch, la requête sur Ngram, les boosts, etc. Et là encore, on a un seuil a priori, qui fait que si on trouve un écho suffisamment acceptable, on valide l'appariement. Et voilà, parfois on ne trouve pas. Et donc, dans ces cas-là, on apparie sur la première identification du CSNS, même si on sait que le taux d'erreur est significatif. Donc on va pouvoir passer à présent à la présentation du coup, des résultats sur nos fichiers étalons. Donc tout d'abord, on va parler de l'efficacité du filtre. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, pour nos 4 fichiers étalons, on valide à partir du filtre plus de 98% de nos individus. Donc ça veut dire que la plupart des individus étaient bien identifiés au CSNS et on garde l'identification au CSNS. Donc c'est la majeure partie des individus vont être identifiés grâce à ce filtre. Et on remarque que dans ce filtre, le taux d'erreur est quand même très faible avec en moyenne 0,1% d'erreur, donc de mauvaise identification dans cette étape. Donc après, on va pouvoir parler d'efficacité du coup des requêtes élastiques. Donc par exemple, si on prend la DSN, du coup, le plus d'individus vont être envoyés au moteur. On a quand même un grand nombre d'individus qui vont être identifiés par les requêtes Elasticsearch en conservant un taux d'erreur des requêtes
qui est quand même relativement raisonnable. Donc il faut rappeler que si ces individus ils n'ont pas été identifiés auparavant, ça correspond à des individus qui ont des traits d'identité qui sont globalement de mauvaise qualité et des individus qui vont être compliqués à identifier. Donc c'est normal de retrouver un taux d'erreur qui est quand même assez élevé, mais qui est quand même relativement meilleur que celui du CSNS. Et on a quand même du coup un reliquat d'individus qui n'ont pas été trouvés par le moteur CSNS, pour lequel on identifie sur le CSNS. Et du coup, ce qui est important ici de regarder, c'est le taux d'erreur total du moteur CSNS comparé à celui du moteur RESIL. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que le moteur du coup, qui a été construit à partir des données de RESIL réduit à peu près de 2 fois le nombre de mauvaises identifications sur nos fichiers étalons. Et du coup, à partir de ces résultats, on a pu construire un indicateur qualité spécifique au moteur RESIL. Donc en gros, c'est un indicateur qui permet de donner un indicateur de fiabilité de l'identification dans le processus. Donc je ne vais pas étaler, mais en gros, ça permet de savoir si on est sûr de l'identification ou on peut émettre un doute sur l'identification des individus. Merci Manon. Bon, alors du coup, en 1 minute, j'imagine. La conclusion, hein, c'est ce qui vient de vous être dit. Hein. Globalement, on est plutôt content des résultats que l'on obtient parce qu'on voit une baisse significative des erreurs d'identification grâce à notre extension, ce moteur RESIL. Notamment, ça vient du fait que notre filtre amont cible bien les bonnes identifications du moteur CSNS et que d'autre part, les requêtes Elasticsearch identifient quand même une grande partie du reliquat. Après, je veux juste vous hameçonner sur deux points. La première, c'est, si ça vous intéresse, je vous invite à lire l'article sur la manière dont on s'est organisé entre différentes directions pour travailler sur cette preuve de concept sous forme de sprint, donc de mobilisation collective sur des courtes durées, entre différentes directions, la façon dont on a préparé ce travail et dont on a utilisé les outils mis à disposition par la DSI pour s'en sortir. L'autre point, c'est que cette preuve de concept, on l'a livrée sous la forme d'une API, à l'instar de ce qui a été fait pour l'API CSNS ou Gaia, avec pour objectif de faciliter la passation et le passage en production par la suite. Donc là encore, si ces points vous intéressent, je vous invite à voir l'article. Merci pour votre attention. Merci Manon et Julien. Donc, une nouvelle problématique de repérage, de caractérisation, cette fois sur les communautés, avec Nicolas Andréani. Alors, comment on met en grand ? Ouais, mais ça se... Donc on m'a dit CTRL L dans la salle. Non, CTRL L, ça marche bien. Donc bonjour à tous. Alors moi, ça va être un sujet un peu moins complexe que le sujet précédent, mais on va s'intéresser à comment RESIL a essayé de localiser les individus qui vivaient en communauté. Et le sous-titre, une première utilisation des lieux géographiques, qui prendra tout son sens un peu plus tard. Alors, je vais réintroduire rapidement ce qu'est RESIL. Donc, comme vous l'avez compris, c'est 2 répertoires statistiques, un répertoire d'individus, un répertoire de logements. Dans le répertoire des logements, on a les logements ordinaires qui sont fournis par la source magique. Donc, c'est une source de la DGFIP où on a tous les locaux, qui sont d'habitation ou non d'ailleurs. GMBI. Et dans ce répertoire, on a aussi les communautés qui sont fournies par le répertoire des communautés de Rorcal et les résidences hôtelières qui sont fournies par la source Tourisme 3. Alors, qu'est-ce qu'une communauté ? Donc, une communauté, théoriquement, c'est très simple à définir. On a 3 critères. Donc, c'est un ensemble de locaux d'habitation qui sont gérés par une même autorité gestionnaire dans laquelle les occupants partagent un mode de vie en commun. C'est sur le 3e point où, théoriquement, c'est facile à définir, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué à constater ce qu'est un mode de vie en commun. Est-ce que c'est partager des repas ensemble ? Est-ce que c'est partager certains services ensemble ? Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette présentation.
la problématique de ce sujet, c'était pourquoi s'intéresser en particulier à l'identification des individus en communauté. Il faut savoir que de plus en plus, on essaye d'utiliser des sources administratives au sein des services statistiques publics, mais en même temps, on essaye d'intégrer de plus en plus les communautés dans les enquêtes. Sauf qu'on a un souci, historiquement, on a beaucoup de mal à localiser les individus qui vivent en communauté, c'est-à-dire à les remettre dans une communauté. Donc, cette réflexion, elle suit un fil qui est tiré depuis déjà un bon paquet d'années, par Fidélie d'abord, dont Résil est dans la droite lignée, comme vous l'avez compris avec les présentations précédentes. Mais on a aussi le recensement qui va enquêter les communautés. Donc le recensement, il va enquêter toutes les communautés d'une commune qui a été tirée à une année donnée. Ce qui fait que sur 5 ans, on va avoir l'ensemble des communautés qui seront recensées. Donc pour ces travaux, le recensement, ça a été vraiment l'étalon de ces travaux. Pardon. Alors, que faisait Fidélie pour repérer les individus ? Donc très vite, il s'était rendu compte que appareiller seulement à l'adresse, c'était insuffisant. Ce qui fait qu'ils ont utilisé le code de la commune, le code Rivoli, qui est un code qui indique la voie, et le nom de la communauté, mais ils avaient aussi une étape de reprise manuelle des adresses. Donc c'était assez fastidieux. Et dans Résil, on a essayé de voir comment on pourrait se rapprocher des résultats de Fidélie sans avoir cette étape de reprise manuelle. Alors, Fidélie avait rencontré 2 principaux problèmes qui sont les mêmes rencontrés par Résil, c'est que les individus, ils peuvent être connus à une autre adresse que celle de la communauté dans laquelle ils vivent. Imaginons par exemple un retraité qui est en maison de retraite et qui est toujours déclaré dans son ancien logement qu'il partageait avec son époux ou son épouse. Pardon, j'ai inversé. Donc, ça, c'est le deuxième point. L'individu n'a pas la même adresse dans le recensement et dans les sources fiscales. Et le premier point, c'est l'individu est connu à une autre adresse de la communauté. C'est-à-dire là, sur le graphique, on a un bâtiment, donc le bâtiment 1 qui est la communauté, et on connaît une adresse à laquelle on peut appareiller 3 individus. Mais maintenant, imaginons qu'il y ait des adresses qu'on n'ait pas réussi à repérer. Et c'est là tout l'intérêt des travaux. C'était de regrouper plus d'adresses pour ces communautés. Alors, pour mener à bien ces travaux, on a dû fortement s'appuyer sur un autre projet qui est développé à l'INSEE, c'est le projet Gaïa, qui fournissait 2 services. Donc, comme mes collègues vous l'ont expliqué, un service d'identification des adresses, c'est-à-dire pour une adresse qui est envoyée, on récupérait 3 identifiants, un identifiant d'adresse, un identifiant de voie, un identifiant de communauté, et un autre service qui est le service de calcul des lieux géographiques. Donc les lieux géographiques, je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est, et on va baser toute notre réflexion dessus. Alors, il y a eu 3 grandes étapes à ces travaux. C'était tout d'abord prendre les adresses des individus et des communautés et les envoyer au service d'identification de Gaïa, qui nous renvoie ensuite des identifiants d'adresse. Ensuite, on a créé des objets géographiques, donc les fameux lieux géographiques, où on regroupait toutes les adresses qui appartenaient à un même lieu. Et enfin, on a appareillé les individus sur l'ensemble des adresses qui ont été repérées dans le lieu géographique. Alors, comment s'est construit un lieu géographique ? Donc, un lieu géographique, ce n'est rien de plus qu'un ensemble d'objets géographiques reliés. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 objets dans un lieu géographique. On va avoir des adresses, des parcelles et des bâtiments. Et on va avoir 2 types de liens. On va avoir des liens sémantiques qui sont donnés par la source magique, donc par la DGFIP, entre les adresses et les parcelles cadastrales. Et on va avoir des liens géométriques qui vont être créés entre les bâtiments et les parcelles. C'est-à-dire que pour créer ces liens, on va regarder la superposition de l'emprise au sol des bâtiments à celle des parcelles cadastrales. Et si on considère qu'il y a assez de superposition, on va relier les 2 objets. Donc pour les travaux que j'ai effectués, on considérait qu'à partir de 20 mètres carrés de superposition, on pouvait créer un lien. Alors si on regarde sur forme de graphe, là j'ai mis en rouge l'adresse qu'on connaît dans le répertoire des communautés, donc, qui est dans Résil, et en jaune toutes les adresses qu'on va récupérer par ailleurs.
La source magique va nous donner les liens entre adresses et parcelles qui sont représentés. Donc on a les parcelles en bleu et les adresses en rouge et jaune. Et en créant les liens géométriques, on va arriver au lieu géographique. Donc en créant des liens entre parcelles et bâtiments. Un lieu géographique, si on réfléchit en termes de graphe, ce n'est rien de plus qu'une composante connexe du graphe complet de liens entre adresses, parcelles et bâtiments. Maintenant, pour parler de concrètement ce qui a été fait, donc on a pris toutes les données du répertoire des communautés, donc une des sources constituantes du répertoire des logements. On avait environ 29 000 communautés pour un peu plus de 30 000 adresses, et Gaïa a réussi à identifier 88%. Pour les individus, on a utilisé tous les individus de Fideli qui n'étaient pas repérés dans un logement ordinaire. Donc on avait 6 600 000 individus. Et pour ces individus, on a réussi à leur attribuer un identifiant d'adresse dans 63% des cas. On avait énormément d'individus qui n'avaient pas de numéro de voie. Donc ça veut dire qu'on a pu les identifier à la voie, mais on était incapable de les identifier à l'adresse. Alors, les premiers résultats, donc dans le recensement, on connaît, alors je rappelle, c'est pour les données de 2022. Dans le recensement, en 2022, on retrouvait 1 400 000 individus vivant en communauté. Fideli arrivait à en retrouver la moitié, donc 700 000. Et avec les lieux géographiques, on fait moins bien que Fideli pour l'instant, on est à 531 000 individus. Mais il faut voir que si on compare avec un appariement uniquement à l'adresse, on retrouve tout de même 77 000 individus en plus. Donc maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce résultat. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a regardé à la voie. Donc, c'est quelque chose qui était déjà fait dans Fideli. On s'est dit, c'est pas déconnant de le faire aussi pour Résil. Donc, si on apparie les individus aux voies des communautés récupérées grâce au lieu géographique, on retrouvait 129 000 individus en plus. Ce qui fait qu'on arrivait à 660 000 individus comparé aux 700 000 de Fideli. On se rapprochait sensiblement de leurs résultats. Surtout que quand on analysait finement ces individus, il y en avait quand même beaucoup qui étaient présents dans Fideli. Ensuite, il y a 3 grosses limites à ces travaux. Donc, les premiers, c'est les faux positifs. Donc, on a d'abord les individus qui seront appareillés à tort à une adresse, mais le plus gros vecteur de faux positifs, ça a été les adresses intégrées à tort dans un lieu géographique. On a aussi les 12% de communautés qu'on n'a pas réussi à identifier à l'adresse. Et on a aussi, là où je me suis embrouillé, donc c'est les individus qui vivent en communauté mais qui sont connus à une autre adresse dans les sources fiscales. Donc les adresses qui sont attribuées à tort à un lieu géographique, souvent c'est dû à un décalage entre le cadastre et les données DGFIP et les données de la BD Topo sur le bâti. C'est-à-dire que pour un lieu géographique, on va récupérer trop de bâtiments, trop de parcelles et donc trop d'adresses. Et dans ces cas-là, on risque de récupérer à tort les individus de ces adresses supplémentaires. Ce qu'on avait implémenté, c'est un petit outil qui permettait de voir le lieu géographique sous forme de graphe et de repérer ce qu'on appelle des liens faibles. Un lien faible, c'est un lien qui, s'il est coupé, va permettre de créer 2 lieux géographiques différents. Et ça nous a permis de voir qu'en coupant certains liens, en fait, on pouvait drastiquement diminuer la taille des lieux géographiques. Pour le souci des adresses de communautés qui n'avaient pas pu être identifiées, il faut savoir qu'il y a d'autres travaux qui ont été faits en septembre 2025 qui ont montré que Gaïa maintenant arrivait à identifier 97% des adresses. Donc ça améliore déjà nettement le résultat. Et pour la source d'adresse, donc pour le souci où un individu ne serait pas connu dans l'adresse de communauté, aujourd'hui on a à disposition les adresses de référence calculées dans l'univers de référence qui a été présenté par Romain et Aurélien. Donc maintenant on a beaucoup plus d'individus avec des adresses qui sont composites, qui ont été créées à partir de plusieurs sources de données, et on a aussi beaucoup moins d'individus qui ont des adresses sans numéro de voie. Alors,
Pour conclure, donc, on voit que ces premiers travaux, on n'atteint pas le niveau de qualité qu'avait Fideli sur la localisation des individus, mais on a plusieurs pistes pour améliorer ces résultats. Donc, tout d'abord, utiliser l'outil de visualisation que je vous ai présenté un peu plus tôt pour affiner la création des lieux géographiques et éviter d'avoir des lieux géographiques qui explosent. On a aussi une qualité d'identification des adresses qui s'est améliorée par rapport aux travaux de l'été 2024. Et alors là, c'est une petite coquille, ce n'est pas des appariements flous, mais il y a encore un travail à faire sur l'appariement au niveau de la voie qui nous permettrait de récupérer encore un bon nombre d'individus. Ces travaux, il faudrait aussi les refaire en utilisant l'adresse de référence pour voir ce que ça donne. Donc les premiers tests montraient qu'on améliorait de beaucoup ce nombre, mais peut-être même un peu trop, parce que dans Résil, on a beaucoup d'individus. Et enfin, pour réduire le nombre de faux positifs, on a envisagé de mettre en place un algorithme qui permettrait de filtrer les individus selon le nombre de places dans la communauté et aussi les caractéristiques de la communauté, pour éviter de mettre des adolescents dans des maisons de retraite. Voilà. C'est la dernière. Merci. Merci Nicolas. On a un petit peu de temps pour prendre des questions. 5 minutes, me dit-on. Nicolas Palluot de l'adresse. Merci beaucoup pour les présentations. J'avais une question pour la présentation d'Aurélien et de Romain. Les revenus de la CAF étant présents aussi dans Passereau, est-ce que l'information de Passereau et de la CAF sont redondantes ou est-ce que le fichier CAF vous importe des informations autres que Passereau? Et ensuite, j'avais aussi une autre question qui est qu'il y a pas mal de montants qui sont nuls et qui sont déclarés par des payeurs dans Passereau, y compris quand la personne est décédée. Est-ce que vous retirez les montants nuls pour détecter les signes de vie ou pas du tout? De manière générale, on pourra en discuter éventuellement aussi après la séance. Pour la première question, ce que la CAF va apporter en plus sur le Passereau, c'est la composition du foyer. Après, on ne fait pas encore de lien entre effectivement les montants CAF qui seraient possiblement présents dans le Passereau. Et sur la deuxième question, effectivement, comme je l'avais dit, pour l'instant, il faut encore qu'on qualifie beaucoup mieux cette source, le Passereau qu'on ne connaît pas bien. Et effectivement, sur les montants nuls, il est fort possible que pour l'instant, on conserve encore ces signes de vie dans la constitution de l'univers de référence. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions dans la salle? Je n'ai pas l'impression. Oui. Bonjour, merci pour ces présentations. Léon Ebidjan de l'INSEE. On sait que le Fideli sous-estime aussi le nombre d'enfants de moins de 6 ans notamment. Par rapport à la surcouverture que vous avez présentée, est-ce que vous savez s'il s'agit seulement de doublons par rapport à Fideli ou est-ce que justement cette couverture s'est améliorée? Ça vaut aussi pour le RP, donc c'est assez important pour nous. Merci. Alors, ouais. Ce que je n'avais pas précisé aussi, c'est qu'on récupère quand même pas mal d'enfants sur la tranche 0 à 1 an. Grâce à la CAF, on a un pic là sur la surcouverture, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque on sait que le RP sous-estime cette tranche d'âge. Après, sur la surestimation des 0-6 ans, Oui, sur la question des 0-6 ans, ça fait partie des points sur lesquels les questions d'identification et les questions de raffinage du modèle des signes de vie vont être importantes. D'autres questions dans la salle ou en Zoom?
Est-ce qu'il y a des questions en Zoom? Non? Ah. Une question au fond, je pense que ça sera la dernière. Bonjour, Élise Coudin de l'INSEE. Ma question, c'est quelles sont les futures sources qui vont venir alimenter Résil? À venir prochainement, notamment la source CIS, donc sur l'enseignement supérieur, qui va être très utile justement pour repérer les étudiants rattachés fiscalement à leurs parents. Donc ça, on en attend beaucoup et elle est déjà accueillie. Donc il y a toujours ce truc de on accueille les sources, puis ensuite on doit les intégrer au répertoire, et c'est deux processus différents. Donc il y a déjà des sources accueillies qu'on va intégrer. L'autre source, c'est la DSN, qui va nous donner beaucoup d'adresses et des adresses auxquelles on fait pas mal confiance. Donc ça va apporter un gros plus pour l'algorithme de localisation. Et après, la MSA, du coup, sur la mutuelle agricole qui va venir. Et puis après, d'autres sources qu'on va devoir... Enfin, ça, c'est les sources qui sont déjà dans le décret et qui vont arriver et qu'on va accueillir, et qu'on accueille déjà. Et ensuite, il y a d'autres sources qu'on va potentiellement qualifier un peu à la main pour l'instant. Et puis après, voir si elles permettent de pallier des défauts de couverture qu'on voit par ailleurs. Mais ce sera dans un second temps. Mais voilà, les prochaines sources, c'est celle-ci. Oui, j'ajoute que la DSN permettra aussi d'avoir une meilleure connaissance de la chronique mensuelle de présence dans cette source, et ça peut éventuellement permettre d'affiner le modèle de signe de vie en retirant des personnes qui sont dans la source fiscale mais qui n'ont été là qu'un mois, 2 mois, 3 mois, des saisonniers par exemple. Donc ça fait aussi partie des éléments de raffinage de ce modèle. Voilà, on signale une question en Zoom qu'on a le temps de prendre, donc allons-y. Oui, c'est ça, on a une question sur Zoom de Louise Kozlowski de la DSE, une question pour Aurélien et Romain de la première présentation. Elle écrit: pour faire le lien avec la présentation d'hier sur mettre les technologies cloud au service de la production statistique et la reproductibilité, les travaux menés ont donc été faits en langage self, et elle demande lequel et comment s'est fait le passage en production dans ce cas pratique. Des choses ont déjà été dites, mais j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations sur ce sujet. Oui, justement, j'ai illustré hier la présentation avec exactement ce cas précis. Et en fait, ce qui a simplifié vraiment le passage du mode informatique initial au mode self qui nous donne cette autonomie, c'est justement que c'est déjà des requêtes SQL en fait. Donc c'est pas vraiment... Enfin, le langage qui est utilisé pour faire la production maintenant, c'est Python. Mais finalement, on pourrait le faire en R, ça marcherait aussi bien. Ce qui est important, c'est que justement ce langage SQL, je pense qu'il a l'opportunité d'être à la fois parlé bien par les informaticiens et par les statisticiens, et donc c'est un langage qui fait un peu le lien. Et en l'occurrence, les gains de performance dont je parlais hier, ce qui était important, c'est qu'ils ont été faits à requêtes équivalentes. C'est-à-dire on a pris les requêtes SQL et on les a mis dans une autre façon de produire l'univers de référence, qui a à la fois apporté un énorme gain de performance, qui n'est pas négligeable pour la méthodologie, puisque ça permet de faire tourner beaucoup plus de simulations, et en plus d'avoir la main côté métier pour faire ces évolutions méthodologiques et faire ces univers de référence incrémentaux dont on s'est servi aujourd'hui. Donc voilà, la réponse, c'est plus SQL qu'autre chose. Merci, on me signale qu'il faut qu'on rende l'antenne. Donc je vais lever cette séance, clôturer cette session. On voit ce travail qui est en cours, se concentrer d'innovation et les différentes pistes pour améliorer les choses. Donc ça nous rend vraiment très, très confiants dans l'avenir de cette source et de cette démarche. Merci encore.